C'était un poco de los Adán. Está bien. Y el otro día vi en YouTube unas gafas, uno que habla en un podcast, gafas contra eso. Ya lo Son sé. amarillas y unas que son rojas también. Ya. Eso te faltan, ¿no? No, ¿Por qué? está bien. Te protege porque estás todo el día con la pantalla. C'était 16 jours où je disais à tout le monde de ne pas monter dans mon véhicule et 16 jours où je me disais, bon sang, mais il peut exploser à tout moment, il peut me blesser ou il peut me tuer. Qui reconnaissent leurs responsabilités et qui se prennent en main pour le futur et qui nous fournissent des produits de qualité et qui répondent aux demandes des clients. Aux États-Unis, ils étaient moins concernés. Les pouvoirs publics ont réglé la question assez rapidement. Par contre, en Europe et notamment en France, ça a beaucoup traîné. La grosse difficulté, c'est de trouver les gens. Donc on a beau marteler le message que c'est super dangereux, mais en fait beaucoup de gens ignorent en fait ce genre de message ou juste ne le prennent pas forcément au sérieux. Hostia. ¿Qué? Que no me he puesto lo del pelo. Ya está. Ya está casi seco, Adam. No hace falta. No. No, te voy a secar con el secador mejor. La fermeture pendant quelques jours de la plateforme européenne de paiement. Alors soyez prévoyants si vous devez payer un salarié, une facture ou des étrennes. Emmanuel Lagarde avec Jeanne Benzina. À Noël, si vous avez envie d'offrir un peu d'argent ou d'en recevoir, mieux vaudra de vrais billets. Car si vous pensiez virement, c'est raté. Cette année, les banquiers font la trêve 4 jours d'affilée. Dès le 24 décembre à 16h30 et jusqu'au dimanche soir, les virements entre banques seront suspendus. Ils ne reprendront que le 29. Avec des conséquences pour les salariés comme pour les employeurs. Faut le savoir. Moi, j'étais pas au courant. Comment on va faire pour s'organiser 4 jours sans environnement, c'est galère. Moi, ça me dérange pas trop de payer mon loyer un peu en retard. Raison de cette pause, la plateforme européenne interbancaire chargée du contrôle des virements sera fermée les 25 et 26 décembre, jour férié en Europe, suivi cette année d'un week-end traditionnellement fermé aux échanges. Pour éviter les soucis, 2 solutions s'offrent à vous. Adam, no hace falta, cariño. Sí, hace falta. Sí, es que ya está ya goteado. No, porque me acaba de caer una gota del pantalón. Escúchame, lo que tienes que hacer cuando vas al baño a duchar y llevarlo contigo a la puerta. Pon el pijama y ponerlo directamente. Porque si no, más tarde ya está. Ya tienes agua ya en todo el cuerpo. Et les personnes qui sont en comptabilité savent très bien qu'il y a des jours de fermeture et que notamment ¿Has visto lo que compró tu padre, el cacharrito? bien faire attention. ¿Lo has visto? ¿Y qué te parece? Gasta 20 euros por ahí. ¿Verdad? Es que no te caso, ¿eh? Por eso le digo a ver si nos compra otra vez tonterías de AliExpress. Que Quelle no, est vraiment la qualité de no l'eau compra nada. robinet en France? Eh bien, une étude très attendue de l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de rendre ses conclusions. Et sur plus de 600 prélèvements d'eau potable à travers le pays, eh bien 92% contiennent des traces de TFA, le plus répandu des polluants éternels. Est-ce pour autant dangereux pour la santé? L'eau potable est-elle toxique en France? Simon de Potier et Christophe Vignal ont enquêté. C'est une molécule présente dans l'eau potable de tous les Français, ou presque. Le TFA, plus petit des polluants éternels, quasi indestructible. Selon une étude inédite de l'Agence de sécurité sanitaire l'ANSES, le TFA est présent dans 80
échantillons les plus concentrés en TFA ont été prélevés près des usines fabricant ou utilisant cette molécule. Et dans ces deux prélèvements, on a enregistré les plus fortes concentrations en TFA, souvent dans ces process de fabrication de synthèse ou d'utilisation de TFA, il peut y avoir entre guillemets, des fuites. Il y a quelques mois, nous avions prélevé nous-mêmes de l'eau du robinet à Moussac, à 30 km de cette usine dans le Gard, qui produisait du TFA jusque l'an dernier. Résultat, 8200 nanogrammes par litre d'eau, bien plus que la moyenne en France. C'est de l'eau qu'on utilise pour faire le thé, pour la machine à café, pour la vaisselle, pour l'utilisation quotidienne. Le TFA est aussi présent dans le sol, à cause de la dégradation de certains pesticides agricoles, dans l'eau de pluie contaminée par des gaz qui se décomposent dans l'atmosphère. Tous les prélèvements de l'étude publiée aujourd'hui restent largement sous le seuil sanitaire fixé par la France et l'Allemagne à 60 000 nanogrammes de TFA par litre d'eau. Un seuil appelé à être révisé car selon plusieurs études, le TFA a des effets nocifs sur la santé. Le TFA a un impact en particulier sur le foie, mais également c'est un reprotoxique, c'est-à-dire que ça perturbe le développement du fœtus. L'an prochain, un seuil maximal commun pour le TFA devrait être fixé pour tous les pays de l'Union européenne. On en vient maintenant à cette marque centenaire et le dernier fabricant de gros électroménagers en France. Brandt jouait sa survie au tribunal. L'entreprise en redressement judiciaire pourrait être sauvée grâce à ses salariés. Un projet de reprise en scope est soutenu par le gouvernement et les élus locaux. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre prochain. Mais le cas de Brandt pose cette question. Avec la concurrence chinoise, est-ce encore possible de produire de l'électroménager en France? Eh bien, vous allez voir, la réponse est plutôt positive. Dorothée Lachaud, Denis Sébastien et Philippe Fivet nous expliquent pourquoi. Au rayon électroménager, vous l'avez peut-être déjà constaté. Le même pays se cache souvent derrière les friteuses, robots et machines à café. Made in China, vas-y, made in China. Produire de l'électroménager en France, un défi pour tout le secteur face à la concurrence du marché asiatique. Pourtant ici, les clients sont nombreux à chercher le drapeau bleu-blanc-rouge. Je préfère avoir moins de choses et de meilleure qualité et français. Ah, déjà pour la qualité, certes, même si c'est un peu plus cher, mais au moins on fait travailler le pays, entre autres. Alors en rayon, plusieurs fabricants tricolores font de la résistance. Parmi eux, l'entreprise familiale Lagrange. C'est à Vourles, dans le Rhône, que les 50 salariés fabriquent leurs gaufriers, leurs appareils à fondu et raclette, avec des matériaux à 60% français. Ce qui est fabriqué en France, c'est surtout les composants plastiques. Donc, typiquement, le socle de ce produit-là est fabriqué pas très loin d'ici. Hein. Il y a 4 ans, ils ont aussi rapatrié du Portugal leur production de crêpières. Mais sur les 190 000 pièces qui sortent chaque année, impossible selon lui de tout fabriquer dans l'Hexagone. Alors, c'est fabriqué en Asie. C'est de la fonte d'aluminium avec un remouvement anti-adhésif. Aujourd'hui, produire l'équivalent de cette pièce en France serait trop coûteux. On le paierait 10 ou 15 fois plus cher. Et ce qui rendrait en fait notre produit complètement. On ne serait pas en mesure de le commercialiser à un prix qui serait acceptable pour le consommateur. Pour lui, c'est sur les appareils plus haut de gamme que le Made in France est rentable. Une position partagée par l'inventeur de ce lave-vaisselle, encore au stade du prototype. Vendu 850 €, plus cher que la moyenne, mais conçu pour durer 20 ans, le double de ses concurrents, avec une promesse, le rendre 100% réparable. Comme des jeux de briques pour enfants, des Lego. En quelques minutes seulement, on peut démonter des pièces et le réparer soi-même. L'appareil et ses composants, à 80% tricolores, seraient fabriqués en Bretagne par cette entreprise de Pleuhermel, jusque-là dédiée à l'industrie automobile. Une aubaine pour le patron. Vu les difficultés d'automobile, un contexte économique où les volumes ont baissé, on sera définitivement sécurisé économiquement et même au-delà de stabiliser les emplois, on va même pouvoir embaucher en 2029-2030. Les premières unités pourraient arriver en magasin en 2026. À l'Assemblée nationale, on ne vous en parle pas tous les jours, mais les négociations, elles continuent pour essayer de trouver un budget et un budget de la sécurité sociale. Et précisément sur ce dernier texte, Édouard Philippe, pourtant membre du bloc central, menace désormais de voter contre. Le candidat à la présidentielle marque une nouvelle fois sa différence
ça peut, moi, à titre personnel, me mettre aussi en colère. Qu'il arrête de régler ses comptes avec Emmanuel Macron. Parce que c'est ça qui est en train de se C'est ça le passer. sujet. Bien sûr, il y a une sorte de vengeance personnelle. Alors, quelle est la stratégie d'Édouard Philippe? Depuis la rentrée, la rupture est consommée avec Emmanuel Macron. Ces dernières semaines, il l'a répété. Il demande sa démission anticipée pour sortir de la crise et balayer les accusations de traîtrise. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Il est venu me chercher. Je trouve qu'il s'honorerait à trouver la façon la plus digne pour lui et pour les institutions de régler cette crise. Prendre son indépendance, ne pas être comme Alain Juppé, son mentor politique, qui refusait toute transgression. Mais certains députés jugent qu'Édouard Philippe s'affole surtout face à sa baisse de popularité. Un haut responsable du bloc central accuse. Il s'était construit une image d'homme d'État et aujourd'hui il est prêt à tout pour faire tomber le gouvernement. Il était favori des sondages et aujourd'hui plus rien. C'est vraiment la panique. En attendant, il y a un budget à voter, un gouvernement qui peine à réunir une majorité. Même les socialistes fustigent Édouard Philippe et appellent à serrer les rangs. Les Français, ils en voudraient beaucoup à tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont en train de faire mumuse avec la Sécu parce qu'ils pensent à 2027. Jusqu'où Édouard Philippe est-il prêt à aller voter contre un budget d'Emmanuel Macron? Ce serait une première. Et on en vient au grand format du 20h, spécial Chine ce soir, alors qu'Emmanuel Macron est arrivé tôt ce matin à Pékin pour une visite d'État de 3 jours sur fond de dissensions commerciales et de désaccords sur la guerre en Ukraine, alors que vous le savez, les négociations de paix piétinent. La Chine, plus que jamais à la conquête du monde, et ça passe par le contrôle des mers et des routes maritimes. Une véritable bataille navale a lieu en ce moment même en mer de Chine autour des îles Spratleys, que vous voyez là, des îles qui sont disputées entre les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, mais que convoite Pékin. Et quand la Chine désire des territoires, elle déploie toute sa puissance militaire, bateau contre bateau, avec, vous allez le voir, des chocs très violents. La bataille navale de la mer de Chine, c'est un reportage édifiant d'Hakim Abdelkalek avec Vincent Denis. C'est une scène de plus en plus fréquente en mer de Chine méridionale. Elle est filmée par les gardes-côtes philippins. Face à eux, d'autres gardes-côtes, les Chinois, bien décidés à leur marée ardente. Fracas de tôle en haute mer. Les Chinois reviennent pas encore à la charge. Le message est un peu plus clair. Ces eaux sont chinoises et selon eux, les Philippins n'ont rien à y faire. Au cœur de la mer de Chine se joue désormais une guerre de position, une lutte d'influence. Pour comprendre l'étendue de cette bataille navale, nous avons été exceptionnellement autorisés, depuis la base philippine de Palawan, à embarquer sur l'un des navires philippins qui patrouillent en mer de Chine méridionale. Cap sur les îles Spratly, à 250 km de Palawan. Une centaine d'îlots et de récifs situés près des grandes routes maritimes mondiales. Des fonds marins riches en poissons, pétrole et gaz. Des îlots revendiqués par les Philippines, la Chine, mais aussi le Vietnam ou la Malaisie. Après 15 heures de navigation sur le Ramon Alcaraz, nous apercevons un premier bateau à l'horizon. Les militaires l'identifient comme un bâtiment des gardes-côtes chinois. Mais voilà que déjà un deuxième navire apparaît dans la longue vue. Il s'agit d'un bâtiment militaire de la marine chinoise. Distance 1,6 mille nautiques de notre position, capitaine. Cette fois-ci, Chinois et Philippins se contentent de s'observer longuement. Mais la tension peut monter très vite dans ces eaux contestées. En août dernier, ce bateau des gardes-côtes chinois prend en chasse un navire philippin, quand soudain, un second bateau chinois percute de plein fouet le premier. La proue du bâtiment est pulvérisée. Humiliation pour Pékin, dont le budget de la marine est pourtant 60 fois supérieur à celui des Philippins, qui ce jour-là ont l'humour acide. On a du personnel médical à bord. Si vous avez besoin d'assistance, nous sommes prêts à fournir de l'aide. Après 3 jours de navigation, nous arrivons dans l'un des lieux les plus stratégiques des îles Spratly, Tito Island, appelée l'île de Pagasa par Manille.
cette île est aussi la seule des Spratleys habitée en permanence par des civils philippins. Pour asseoir sa souveraineté, le gouvernement philippin a fait venir ici des dizaines de familles. Ces familles qui dépendent principalement de la pêche subissent la pression de la présence chinoise, de plus en plus agressive, tout autour de leur île. Quand les Chinois nous voient, ils nous pourchassent. On n'arrive donc à ne pêcher qu'une petite quantité de poissons. Cette présence chinoise, la voici. Un barrage de bateaux à 10 km de Pagasa, qui empêche désormais les pêcheurs de l'île d'aller et venir. Dans les îles Spratly, c'est l'une des stratégies de Pékin. Déployer depuis quelques années des flottilles de bateaux de pêche pour s'emparer de manière illégale de nouveaux territoires marins, riches en poissons et potentiellement en pétrole et en gaz. Mais le contrôle de ces ressources halieutiques et énergétiques est-il vraiment la seule ambition de la Chine? Donc maintenant, on va être pris en charge par des forces aériennes philippines qui, chaque jour depuis cette île, multiplient les patrouilles pour comprendre exactement ce que font les forces chinoises dans cette zone extrêmement stratégique. Le plus souvent, ce ne sont que les atolls, mais que les Philippins surveillent de près. Car voici comment les Chinois ont totalement transformé certains de ces îlots. Nous survolons le récif Michif. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes bases militaires chinoises au cœur des îles Spratly. Pistes d'aviation, radars, bâtiments de l'armée. La justice internationale a pourtant reconnu en 2016 ce territoire comme philippin, une décision balayée par Pékin, qui continue de développer sa base. Un peu partout, même stratégie d'expansion maritime. Dans les Spratly, Pékin a multiplié ses bases militaires. Sur des récifs parfois entièrement artificiels. Une toile d'araignée, lentement tissée, pour en réalité contrôler toutes les routes commerciales de la région. Et asseoir définitivement sa puissance militaire aux portes de l'océan Pacifique. À 20 km seulement d'une de ces bases chinoises, le commandant Marc Bitago, qui dirige les forces philippines de l'île de Pagasa, est aujourd'hui conscient du danger potentiel. On est prêt à donner notre vie pour le pays. On est prêt à faire le sacrifice ultime pour garantir que la souveraineté des Philippines sera maintenue jusqu'à la dernière goutte de sang ici dans ce groupe d'îles. Face aux velléités chinoises, la marine philippine multiplie désormais les exercices et les accords avec les autres grandes marines du Pacifique, les États-Unis évidemment, mais aussi l'Australie ou le Japon. Pas de quoi vraiment perturber la Chine qui continue ici à avancer ses pions, lentement, mais sûrement. Et un petit coucou à nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier. Voy a ponerla. Voy a poner ese lámpara. Tienes que levantar los pies. Ahora tengo que poner la sábana. Mira. Gracias. Me duele las rodillas. Espera un momento, por favor. Voy a lavar los dientes, ¿ya? Así puedes lavar. Ya está, ¿no? Ya está. Puedes sentar, mamá. Gracias. Las rodillas, madre mía. Buah. ¿Cómo va a estar mal? No has bebido agua, ¿no? ¿Mm?